qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet? Je ne voyais pas du tout. Et là, je voyais les 6 volumes. Et j'ai regardé plusieurs fois, j'ai feuilleté cet ouvrage en librairie. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais prendre le prologue, il fait 120 pages. Et quand j'ai lu le prologue, c'est surtout les dernières pages qui ont attiré mon attention. Parce que c'est dans les dernières pages que vous fustigez des auteurs comme Deleuze en particulier, tous ces auteurs modernes. Quoi. Et je dirais après pourquoi j'en suis venu là, je voulais annoncer le colloque. Disons qu'à partir de cette critique, je me suis dit, je vais lire la totalité. Mais comme moi, je n'avais pas d'huissier à mes trousses, parce que j'étais un salarié dans une entreprise, donc j'ai acheté la totalité et que j'ai lu. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était cette vision du savoir par le haut. Quoi. On regarde les choses d'en haut et puis on classe tout ça. D'où la terminologie, d'où l'expression encyclopédie qui a été utilisée par l'éditeur. Et après, j'ai lu d'autres ouvrages. Et donc ça, c'était il y a un certain nombre d'années. Et entre-temps, j'ai fait un colloque sur l'œuvre d'Emmanuel Falk. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent ici. Le doyen de la philosophie à la Cato. En fait, c'est un peu parce qu'on me l'avait demandé. Donc j'ai été amené à contacter des tas de gens pour ce colloque. Et comme je terminais la totalité, ou quelques œuvres comme ça, je me suis dit, tiens, je vais inviter Christian Godin. Mais en même temps, je me disais, quelqu'un qui a écrit une œuvre pareille, il va faire partie des gens qui ne vont même pas me répondre. Quoi. Bon. Et comme maintenant, il y a beaucoup de gens comme vous qui ont un site internet, c'est assez facile de trouver l'adresse internet. Donc j'écris ma demande en disant voilà, j'aimerais bien vous inviter à ce colloque. Et je reçois une réponse le surlendemain. Et la réponse c'était vous pouvez compter sur moi. Pour moi, c'était un grand personnage qui était parmi les intervenants. Donc vous êtes venu à ce colloque, vous avez fait une conférence qui avait pour titre « Entre théologie et philosophie, des frontières ou des limites ». Et un titre inspiré de Kant. Voilà, la frontière, c'est ce qui arrête, ouais. alors que la limite est une condition de possibilité. Ouais. J'avais une remarque à vous faire d'ailleurs sur cette conférence, que je voulais toujours vous le dire, puis là j'en profite puisque j'y suis. Mais vous avez dit, on est un peu conditionné par le milieu et l'éducation où on est né, quoi, finalement. Il me semble que vous aviez dit, quand on est né dans un milieu catholique de façon un peu naturelle, on devient catholique. Si on est dans un milieu protestant ou juif, on devient de par sa naissance. Et il y a eu pas mal d'interventions et tout, mais à ça, je voulais répondre que la conversion est toujours possible. Donc, oui, mais ce que je voulais dire, c'est que la Vierge Marie n'est jamais apparue dans des pays qui n'étaient pas catholiques. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une fatalité de la croyance, il n'y a même pas de déterminisme absolu, mais il y a quand même un contexte qui donne finalement des conditions de possibilité qui sont assez étroites. La probabilité pour qu'un paysan de l'Uruguay devienne musulman est extrêmement faible. Ah oui. Et la probabilité pour que la Vierge Marie apparaisse au fin fond de l'Afrique avant la colonisation et les missionnaires, elle était nulle. Pourquoi la Vierge Marie apparaît-elle au Portugal ou bien en Croatie? Et mais puis, bon, il y avait cela dit, la conversion, oui, ça existe. Mais je pense qu'en même temps, si on regarde l'exemple de Saint Paul ou des grands convertis, en fait, on se dit, mais peut-être qu'il n'y a pas de conversion,
il y a la poursuite d'une même entreprise sous une autre forme. Peut-être qu'il y a une mythologie de la conversion, parce que ça veut dire le retournement. Oui. Mais alors, évidemment, l'exemple typique, c'est saint Paul qui était un persécuteur des chrétiens, puis qui devient le plus grand apôtre du christianisme. Et en même temps, témoigné de sa conversion. Sans doute, on ne sait pas exactement qu'est-ce que saint Paul pensait avant le chemin de Damas, mais sans doute qu'il devait penser quelque chose qu'on retrouve ensuite dans les épîtres. Et il y avait une deuxième chose aussi, c'était donc ça concernait la volonté. Oui. Et bon, en fait, je me souviens plus exactement ce que vous avez dit, mais ce que je voulais dire, ce que je voulais répondre, quoi, c'était, ça concerne la nuit de la foi chez Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse, par exemple. C'est-à-dire que si on ne croit plus, il reste toujours quand même quelque chose, c'est le vouloir croire. C'est ce qu'ont expérimenté tous ces gens-là. C'est-à-dire que j'ai toujours quand même cette possibilité. Voilà. Alors ça, c'était sur le colloque Falck, et au cours, à la fin de ce colloque, je vous avais dit, tiens, moi, je considère que Christian Godin est un philosophe, dans le sens où être philosophe, pour moi, parce que la question, elle me l'a été posée, et je me la suis posée finalement, qu'est-ce que c'est qu'être un philosophe aujourd'hui? Parce qu'il y a maintenant, vous regardez la télé, les actus, toutes les émissions, mais il y a des tas de gens qui sont qualifiés de philosophes. C'est vrai, c'est faramineux. André Gide ah oui, j'ose dire, acté par l'universalisme comme écrivain et philosophe français. Je crois qu'il se retournerait dans sa tombe. Parce que, parce que lui, philosophe, non. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas être un grand écrivain si on n'est pas un grand penseur. Bon. Et c'est vrai qu'il y a plus de philosophie chez des grands écrivains plutôt que chez des philosophes médiocres. Mais de là je dirais ça presque de Thomas Mann, mais de Gide peut-être pas. Oui, non, mais de là à faire Gide un philosophe, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, c'est vrai, vous avez raison, il l'aurait repoussé de façon résolue. Voilà. Et alors pour moi, j'ai une définition qui est assez simple et assez scolaire peut-être. C'est que pour moi, un philosophe, c'est quelqu'un qui a fait une œuvre de philosophie, une œuvre philosophique à son actif. Socrate. Non, alors... Il n'existe que par Platon. Pardon? Oui. C'est Platon qui le fait exister. Voilà, c'est ça, oui quand même. Donc, pour nous, mais à l'époque, pour ceux qui rencontraient... Si Socrate n'avait pas été écrit par Platon, il ne représenterait pas quelqu'un de plus important que Diogène, que des dizaines d'autres va-nu-pieds de l'école cynique ou autres, il y en avait beaucoup. Non, en fait c'est même pas une objection, parce que Socrate, c'est un personnage philosophique. Donc c'est pas, on peut pas dire que... C'est-à-dire que, de la même façon qu'on peut dire, l'œuvre philosophique de Socrate, elle a été exposée et valorisée, exaltée par Platon, comme on peut dire que la pensée du Christ, la pensée de Jésus a été exaltée par les évangélistes. Oui. Mais, donc voilà, c'est une définition que j'adopte. Voilà. Une œuvre philosophique, normalement, ça doit se voir. Et puis, il y a, disons, un cheminement qu'on suit, il y a une idée qu'on suit pendant un certain nombre d'années, et puis il y a d'autres choses aussi, c'est pas quelqu'un qui est constamment sur les plateaux de télévision ou en train de écrire des articles dans des journaux, tout ça, voilà, Cela dit, j'ai jamais refusé quand on me l'avait proposé. Oui. Non, mais si vous voulez. Non, ce que je veux dire, clairement, c'est que. Oui, c'est vrai, c'est un piège terrible. Quand on songe, en fait, on se dit, mais il y a des gens, quel temps ils peuvent avoir pour lire, pour écrire. Oui, voilà. Et puis, on passe pas sa vie à lire et écrire. Il faut se promener, il faut par exemple, voir des amis, visiter des choses. Et alors, simplement, si on vient de province,
avoir un rendez-vous à la maison de la radio, ça grille une journée. Mais, oui, Évidemment. bien sûr. Oui, oui. Donc, Non, il y a un philosophe qui habite en Normandie, comme ça, il est tout le temps sur les plateaux de télévision, il y a quand même 200 km à faire, effectivement. Et donc, C'est vrai que Et Platon, on ne il va a pas beaucoup écrit- sur les moi j'ai Platon, on va pas entendu beaucoup, récemment une interview, sur les plateaux de télé. il a écrit 80 livres. 80 livres. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Alors moi je crois qu'un philosophe c'est quand même quelqu'un qui est à sa table de travail, qui travaille, et quand l'œuvre sort, vous voyez ce que je veux dire, eh bien voilà, il y a un ensemble. Quand êtes-vous devenu philosophe dans votre tête? je crois que c'est par défaut. Il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient, mais j'avais pas une... Je parle des années de lycée, quand j'avais une quinzaine d'années. Il n'y avait pas une discipline qui m'intéressait plus que d'autres, ou dans laquelle je brillais plus. Donc, comme j'étais curieux de presque tout, la philosophie est apparue comme étant un moyen de connaissance. Donc en fait, le fil conducteur, c'est moins la pensée que la connaissance. La pensée est venue après. Et le moteur, c'est le désir de connaître, la libido sciendi des scolastiques. Ouais. Et cela dit, la vraie connaissance, c'est la pensée, puisque c'est la différence fondamentale qu'il y a avec le savoir. Un savoir, il peut être empirique, non théorisé, naïf. Après tout, il est dispersé partout. Même les tout petits enfants et les animaux ont un certain savoir. La connaissance suppose une réflexivité, une théorisation. Et donc, j'avais vraiment un désir de connaissance. Pendant longtemps, je n'ai lu que des dictionnaires et des encyclopédies. Oui. Enfin, quand je dis pendant longtemps, jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Mais je lisais très peu de romans, par exemple, ou très peu de poésie. Oui, c'est venu après. Oui. C'est... Donc la philosophie, c'était en fait un peu le manteau ou le cadre dans lequel ce désir-là pouvait à la fois s'exprimer et puis se rendre conscient en fait. Et puis pour échapper à la folie ou à la névrose. Parce que l'œuvre, c'est ce qui permet aussi d'échapper à une certaine névrose. L'œuvre au sens où, parce que ça c'est une chose que je dis souvent, on n'écrit jamais de livre. Le livre, c'est l'éditeur, l'imprimeur, c'est eux qui font le livre. Quelqu'un qui écrit, il n'écrit pas de livre. Il écrit des textes, il écrit des phrases. Et en fait, on peut, pendant toute sa vie, écrire des textes. Et quand c'est rangé dans un tiroir et que c'est jamais édité, donc ça prend jamais la forme d'un livre, c'est là qu'il y a la névrose. Et donc, le fait, ça c'est très hegelien, c'est-à-dire qu'il faut que ce qui est en soi soit exprimé. Et aliéné même. C'est-à-dire que le livre, c'est l'aliénation de la pensée. Mais c'est la bonne aliénation, c'est-à-dire c'est la forme extérieure, matérielle. Très important, je crois, d'ailleurs, à l'avenir du livre. Je ne crois pas du tout que le livre sera tué par le virtuel de l'Internet, etc. C'est tout autre chose. La seule matérialisation de la pensée, c'est le livre. Mais vous pouvez considérer que c'est un livre sur l'écran d'une tablette. Il faut que ce soit une traduction, mais il faut que le livre existe au préalable, à mon sens. Je ne conçois pas qu'il puisse y avoir des textes qui restent à l'état, disons, de fichiers informatiques lisibles sur des... Les États-Unis ont perdu 30% de leur tissu libraire. Ouais. Et ont une, comment dirais-je, une production dite numérique qui est équivalente à 30% de leur production. Ouais. D'accord ? Ce sont les éditions universitaires qui font désormais le travail, mais qui ne font pas seulement le travail, comme on dit, entre guillemets, intellectuel, mais aussi, ils sont devenus aussi des éditeurs de romans, de romans exigeants. D'accord ? Alors je ne sais pas, je pensais comme vous, je ne sais pas. Je crois qu'à un certain moment, il est extrêmement difficile de lire sur une tablette ou sur un écran. Vous imaginez de lire le Mahabharata sur un ordinateur ? Non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. De toute façon, je ne suis pas aveugle, mais je pourrais l'être.
à force d'être Il y a quand même devant- quelque chose de fondamental qui joue, c'est qu'il suffit d'avoir une paire d'yeux qui fonctionne pour lire. Oui. Donc, il n'y a pas la médiation de la technique. Les programmes informatiques qui ont servi à envoyer les missions Apollo dans les années 70 sont illisibles aujourd'hui par aucune machine du monde. Alors imaginez que tout le savoir technique et scientifique Ouais, soit oui. uniquement sous cette forme-là. Oui, pour être lié. Non, mais il y a plein de choses qui sont Un incunable, les premiers livres, les 50 premières années de l'imprimerie, donc entre Gutenberg et puis 1500, les incunables, n'importe qui peut les lire. Enfin, je ne veux pas dire qu'il les comprend, mais on peut les lire parce qu'on a des yeux. Mais il y a des logiciels d'il y a 10 ans qu'on ne peut plus lire. C'est vrai. Oui, qui sont illisibles. Enfin, c'est pas celui qui a eu, comme vous avez dit, Et alors, les huissiers aux trousses qui va renoncer au livre. non, certainement pas. Et alors, à la fin de ce colloque Falk, donc, je vous ai dit, voilà, donc, comme je l'ai dit, je considère que Christian Godin est un philosophe, et donc je vous ai dit, on pourrait, puisque on sort d'un colloque, pour organiser un colloque sur votre œuvre. On s'est revus quelques temps après. Puis, au début, vous étiez un peu hésitant. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas quoi. Bon, j'ai dit, on va lancer le truc et puis on verra, quoi. Bon. J'ai contacté un certain nombre de personnes. Et finalement, le truc a été mis en place. Et donc je voulais revenir un petit peu sur le fond, finalement. C'est-à-dire que moi, au départ, quand j'étais jeune, j'aimais bien... Pour moi, la philosophie, ça commence par la métaphysique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, c'est pas... On fait de la métaphysique. Donc, Platon, Aristote, saint Thomas, etc., quoi. Et puis, dans les années 70, donc c'est là que c'est apparu, enfin, il y a eu la grande vogue du structuralisme. Et puis alors, les nec plus ultra, Roland Barthes, Lacan, etc., quoi. Et quand est arrivé tout ça, parce que moi, au début, j'ai fait des études de mathématiques. Et quand j'ai vu le structuralisme, j'ai dit, mais voilà, c'est génial, parce qu'on peut comprendre de façon mathématique des textes philosophiques. C'est extraordinaire. Hein. Parce que moi, j'ai un grand dada, c'est que la théologie, en fait, c'est de la logique. Alors, donc là, voilà, tout était cohérent, et puis c'est le message qu'il voulait faire passer. Et finalement... la structure, vous savez, Saint-Augustin dit qu'il y a un ordre caché. La structure, c'est ça. C'est l'ordre caché. Et puis la structure, c'est un côté hegelien aussi, non? Est-ce que je me trompe en disant ça? Oui, tout le système hegelien, oui, c'est... Voilà. Si on a une structure... Mais il ne faut pas tirer non plus, parce que la structure, l'image de départ, elle est architecturale. On trouve d'ailleurs la même racine dans construction. Or, l'architecture, ça fait penser à quelque chose de statique. Par définition, un monument ne bouge pas. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut être très prudent quand on parle de structure. C'est dynamique. Et oui, quand on parle de structure à propos de Hegel, on voit très bien, bien sûr, c'est vrai, et en même temps, c'est insuffisant. Ouais. C'est